Après 10 jours de train ralentis, parfois annulés sur les lignes entre Rennes et Quimper depuis le début des inondations, le trafic ferroviaire revient doucement à la normale dans le sud-Bretagne. Tout roule de nouveau pour les trains à l'approche des vacances. C'est notre focus de ce jeudi 6 février. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Et ce jeudi, le trafic était encore très perturbé dans les gares morbihanaises. Conséquence des inondations de ces derniers jours, Eva Thomas est allée au contact des voyageurs. On les écoute. Depuis les inondations qui ont touché la région la semaine dernière, le réseau ferroviaire continue d'être impacté en Bretagne. En effet, certaines voies sont encore sous l'eau, une situation qui impacte le trafic. Par exemple, entre Redon et Guipry-Messac, dans les deux sens de circulation, les 6 TER quotidiens ne circulent plus qu'à 40 km/h au lieu de 120 en temps normal. Mon train, en arrivant de Paris, avait déjà 2 heures de retard. Et donc les correspondances n'allaient plus à Auray pour aller jusqu'à Quiberon. Les TGV entre Rennes et Redon ne passaient plus, donc ils étaient détournés par Nantes. Donc forcément avec des ralentissements et donc du retard. Le temps de trajet global est beaucoup plus long. À la gare de Vannes ou de Lorient, ce jeudi, les trains en direction de Paris ou de Quimper ont été soit annulés, soit retardés. Il y a les trains habituels, parce que c'est toujours les mêmes horaires, mais là en fait c'était écrit supprimer à côté. Et donc on ne peut pas cliquer dessus, on ne peut pas les prendre, quoi. Avec un trafic ferroviaire fortement impacté depuis la semaine dernière, les voyageurs réguliers ont dû trouver des solutions. C'est le cas de Justine, étudiante qui prend le train tous les jours. Comme j'ai des amis qui ont des parents qui travaillent sur Vannes, du coup on a pu se déplacer jusqu'à Vannes. Il faut de l'organisation, sinon j'aurais pas pu aller sur Vannes. Surtout qu'on avait des contrôles communs toute la semaine, du coup il fallait pas les louper. Dès ce vendredi 6h, la limitation de vitesse des trains entre Redon et Guipry-Messac devrait être relevée à 100 km/h, permettant d'augmenter le nombre de circulations ferroviaires. Le réseau demande cependant aux voyageurs d'être vigilants. Les conditions ne permettent pas de revenir à une situation complètement normale. La fin de la galère approche pour les usagers. Comme on vient de l'entendre, entre Redon et Guipry-Messac, les trains circuleront de nouveau à 100 km/h au lieu des 40 des derniers jours. La SNCF annonce par ailleurs que les TGV Quimper-Paris, eux, reprendront leur trajet habituel par Rennes. Sur les autres lignes, entre Quimper et Rennes, le trafic reviendra progressivement à la normale. La ligne qui restera la plus perturbée ce week-end, c'est entre Rennes et Nantes par Redon. Aucun TER ne circulera et un réseau d'autocars sera mis en place en remplacement. Et pour comprendre pourquoi la remise en service a mis si longtemps, notre reporter Bruno Salin a accompagné des équipes d'intervention sur les lignes. Il nous raconte. SNCF Réseau a envoyé sur le terrain, le long des voies, des patrouilles d'agents pour vérifier que les talus, les remblais, les ponts qui portent les réseaux en fait, n'ont pas été endommagés. Alors les gens se sont posé des questions en se disant oui, mais les voies n'ont pas été recouvertes par les eaux. Il faut imaginer que si SNCF prend l'initiative de faire circuler un train sur les rails qui sont cernés par les eaux, si toutefois il y avait un incident technique sur un train et qu'il fallait l'arrêter, il aurait été impossible en fait, d'évacuer les passagers. Alors le dernier stade avant la remise en circulation des trains, c'est une inspection par ce qu'on appelle des trains techniques, donc des trains sans voyageurs qui vont vérifier la viabilité du réseau. Et donc c'est ce qui a été fait au fil du temps dans le pays de Vilaine. Inondation toujours, on en sait aujourd'hui un peu plus sur le montant des dégâts par les crues. Au total, on dénombre entre 6 et 8 000 sinistres d'après la Caisse centrale de réassurance. C'est l'organisme qui gère pour l'État la prise en charge des dédommagements. Et la moitié d'entre eux seront pris en charge dans le cadre du régime CatNat pour catastrophes naturelles, pour un montant total estimé entre 130 et 160 millions d'euros. Et sport à présent, les Briochins ont réussi leur pari. Hier soir, les footballeurs amateurs ont éliminé les Niçois en Coupe de France avec une victoire 2-1. Ils accèdent pour la première fois de leur histoire au quart de finale de la compétition. Pour les supporters, c'est la consécration. On les écoute au micro de Valentin Béchu et Fanny Hoyer. Victoire difficile, mais c'est la magie de la Coupe. Quel match! Fin de match exceptionnel. Quand on égalise, on se dit ça y est, on va y aller au tir au but et finalement on arrache la victoire. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Moi qui est originaire du coin, entraîneur de football, et de voir le club local faire un exploit comme ceci, c'est énorme. Ça fait déjà trois équipes professionnelles qui sortent. On n'avait jamais dit, on n'a pratiquement jamais vu ça en Coupe de France, sortir 3 clubs professionnels. Je crois que maintenant on va aller au Stade de France. Ouais.
Si le tirage est bon, bah, j'espère qu'on sera en demi. Et ou sinon, comptable PSG. Sans transition, plus de vols de voitures et plus de violence au sein des familles, c'est ce que révèlent les bilans de la sécurité pour l'année 2024 dans les départements bretons. D'autre part, après des années de croissance régulière, les escroqueries et les cambriolages semblent finalement se stabiliser. En revanche, du côté des violences intrafamiliales, les victimes sont de plus en plus nombreuses à se déclarer, en particulier dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan, une donnée qui correspond à la tendance nationale. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de violences, mais aussi qu'elles sont plus souvent signalées. On écoute Pascal Bolo, préfet du Morbihan, au micro d'Eva Thomas. Un fait qui, il y a 10 ans, pouvait être inscrit simplement dans une main courante, aujourd'hui fait l'objet d'une plainte. Tout est pris au sérieux et comme tout est pris au sérieux, par définition, ça induit une augmentation des faits constatés dans ce secteur en 2024 par rapport à 2023. On verra sur 2025-2026, les 2 prochaines années, si on est sur cette pente ascendante, puisqu'on était depuis 2 ans sur un plateau, ou si c'est simplement un pic lié à la multiplication de ces plaintes dont je parlais tout à l'heure, qui sont très larges et qui en 2024 ont été très fréquentes. Vaste opération militaire dans le Finistère du 27 janvier au 6 février. Aujourd'hui donc, 200 élèves de l'école militaire de Saint-Cyr-Couat-Quidan ont mené une opération d'entraînement de grande ampleur entre Morlaix, les Monts d'Arrée et la presqu'île de Crozon. Sophie Guillerme a passé une journée avec eux au cloître Saint-Égonnec. On les regarde. Je suis le colonel Mathieu Delibes, je commande le 1er bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et donc là, actuellement, on est sur une phase de terrain libre où on a amené nos sous-lieutenants qui sont en 3e année de formation pour s'entraîner à faire du combat à pied, ce qui sera la base vraiment de leur travail au long de leur carrière. Et là, on est sur un site où on avait une section d'une trentaine de sous-lieutenants qui manœuvraient pour s'emparer d'un point. Ils avaient été déposés en hélicoptère un peu en amont de la position. Ils s'étaient infiltrés à travers les bois, 500 mètres environ, et après ils avaient mis en place une base d'appui et une base d'assaut. Donc là, c'est une manip qui s'est bien passée, qui s'est bien déroulée, parce que l'approche a été réussie, parce qu'ils étaient dans la bonne direction pour fixer l'ennemi, et qu'ensuite ils ont coiffé l'objectif d'une manière très efficace. Je suis le sous-lieutenant Théo. Cet après-midi, j'ai été mis en situation avec le commandement de 30 sous-lieutenants. Donc pouvoir commander 30 personnes, c'est à la fois particulier parce que ce sont mes camarades, mais c'est quelque chose d'exaltant. Donc pour moi, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop de soucis. Déjà, c'est un terrain qu'on ne connaît pas. C'est pas dans le camp de manœuvre dans lequel on a l'habitude d'étudier. Donc on est obligé de faire une analyse terrain approfondie pour découvrir le terrain le moins possible. Je trouve ça excitant de pouvoir construire vraiment ma manœuvre. Donc c'est vraiment une construction après une réflexion. C'est-à-dire que hier soir, j'y ai réfléchi et je savais que cet après-midi, on allait la mettre en œuvre. Donc j'essaye vraiment de réfléchir à quelque chose le plus constructif possible, presque le plus parfait possible, pour que le jour J, tout se passe bien. Ce jeudi, Jean Castex, ancien Premier ministre et PDG du groupe RATP, s'est rendu à Brest visiter le chantier de la 2e ligne du tram et le téléphérique. Et pour cause, le réseau Bibus, qui dessert 8 communes de Brest Métropole, est géré par la RATP depuis 2019. Alors que ce contrat se termine en 2027, Jean Castex a rappelé sa volonté de développer les mobilités durables. On l'écoute. Plus on développe les mobilités durables, plus on est heureux, et on voit bien que ce qui va se passer à partir de l'année prochaine avec donc la mise en service de cette nouvelle ligne de tram, la 2e, avec la mise en service de ce bus à haut niveau de service, ce sont des choix qui répondent à la demande. C'est un réseau qui bouge, on sera à plus de 30%, 40% de bus propre à la fin de l'année 2025 et bientôt on passera à 100% de bus électriques. Voilà, tout ça va vraiment dans le bon sens. Pour finir, une touche de douceur. À Ouessant, la foire aux moutons est une tradition ancestrale. Après 5 mois de liberté sur l'île, les moutons sont regroupés et récupérés par les éleveurs le premier mercredi du mois de février. Notre journaliste Enora Lenôtre y était. Reportage. Ouais, je les rabats vers la route là, pour qu'ils reprennent le chemin, qu'ils repartent avec les autres moutons pour les ramener au camping. Depuis 2 jours, une équipe de Ouessantins sillonne l'île à la recherche des moutons.
L'objectif est de tous les regrouper avant la foire de demain, mais pas facile de contrôler le troupeau, il y a toujours des récalcitrants. Les brebis, elles sont un peu têtues, elles vont où elles veulent, donc il suffit qu'elles trouvent un petit chemin qui passe sur la route, et puis là, elles partent, et s'il y en a une qui part, les autres elles suivent, quoi. Mission accomplie à la tombée de la nuit, les moutons dormiront ce soir sur le terrain du camping municipal. C'est le matin, il est temps pour les moutons de reprendre la route, direction la foire. Une fois réunis dans l'enclos, les éleveurs viennent récupérer leurs bêtes, mais il faut encore les reconnaître. Hop, voilà. Je cherche mes moutons. Ils sont blancs, donc y a beaucoup de blancs. Ah bah, y a des boucles d'oreilles, avec donc des inscriptions. Donc moi c'est JL. Et pour rentrer à la maison, le moyen le plus simple, c'est de prendre la voiture. De septembre à février à Ouessant, c'est la saison des veines pâtures. Les moutons vagabondent en liberté sur l'île. Ils sont récupérés chaque premier mercredi de février par leurs éleveurs pour la période des agnelages et préserver les cultures. La tradition date de 1900 et si à l'époque plus de 3000 moutons parcouraient l'île, ils ne sont aujourd'hui plus qu'une centaine environ. C'est une tradition que je pense qui va se perdre, quoi. Après, au fur et à mesure des générations, je pense que les jeunes n'en prendront plus, quoi. À la fin de la matinée, les éleveurs ont tous récupéré leurs troupeaux. Et pour les moutons, il faudra patienter jusqu'à septembre pour retrouver la liberté. C'est la fin de cette édition de Thé dans l'actu. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On vous retrouve demain à la même heure pour plus d'actualités bretonnes. En attendant, bonne soirée.